Bonjour, merci d'être au rendez-vous de ce début d'après-midi. C'est souvent difficile de quitter la table, la bonne chère parisienne. Mais en tout cas, pour un sujet comme le Smart Airport, il y a du monde et c'est normal. Donc, le Smart Airport, c'est l'aéroport intelligent. Tout de suite, une des pistes de réflexion, c'est que les sujets qu'on traite dans l'aéroport, en fin de compte, c'est les sujets qui se posent à la société. C'est ce qu'on a dit ce matin. C'est là où l'aéronautique joue un rôle de pionnier, historiquement, d'innovation, parce que très tôt, il se pose des questions avec acuité, et il doit trouver des réponses. Et ces réponses, comme elles n'existent pas, elles doivent être innovantes. Et en même temps, l'innovation, c'est une prise de risque, et une prise de risque mesurée. Donc, c'est tout un univers à construire, où on se projette dans l'avenir, et en même temps, on vit avec des gens au présent. Le Smart Airport va-t-il tuer les files d'attente ? On est dans une société où on supporte de plus en plus mal de perdre du temps. Et dans un aéroport qui est la promesse d'un déplacement heureux, on est très contrarié quand on est amené à perdre du temps. Donc, il y a une mobilisation de tous les acteurs qui sont là, et je pense qu'on a vraiment toutes les dimensions. Comment faire pour ne pas perdre de temps ? On se tourne tout de suite vers l'aéroport, parce qu'on rentre dans un aéroport, il y a un nom, Roissy-Charles de Gaulle, et on se tourne vers le patron de la plateforme. On se dit, pourquoi ? Que fait la plateforme ? Après, on verra que fait la police, que fait le... Voilà, que fait... Marc, voilà. Non, rapidement, peut-être pour remettre les choses un peu en perspective. Alors, un aéroport, il faut voir ça finalement comme un trou noir qui aspire des passagers de la ville pour les mettre dans les avions, et puis inversement, qui aspire des passagers de l'avion pour les rejeter vers la ville. Alors, de l'avion vers la ville le plus vite possible, de la ville vers l'avion, il faut qu'il passe un peu de temps dans les commerces. Mais voilà, donc grosso modo, et notre but finalement, nous aéroports, c'est comment va-t-on, ce trou noir, c'est finalement un gestionnaire de flux de passagers, mais également de véhicules sur la plateforme, d'avions bien sûr, et vous ne l'ignorez pas, hein, bien entendu, hein, et quand on parle de Charles de Gaulle, on parle toujours de bagages. Donc nous sommes aussi un fabuleux gestionnaire de flux de bagages. Et donc finalement, le Smart Airport, pour nous, c'est quoi ? Le Smart Airport, c'est comment on va faire en sorte de fluidifier tous ces flux de bagages, d'avions, de passagers, de manière à assurer le meilleur parcours passager, le fait que le bagage passe bien d'un avion à un autre en moins de 30 minutes, etc., etc. Et pour cela, pour nous, le Smart Airport, c'est quoi ? Donc c'est l'optimisation de tous ces flux, hein, pas seulement l'optimisation du flux passager, notamment, mais pas seulement, moins s'en faut. Et pour cela, on a des outils. Alors les outils qu'on est en train de développer aujourd'hui dans le cadre du Smart Airport, c'est ce que j'appelle le self. Donc on dit à nos passagers, on développe le self, c'est do it yourself au maximum, de manière à limiter les contrôles. En tout cas, de les rendre, ces contrôles, asynchrones, c'est-à-dire que le passager peut venir quand il veut. Et puis on verra ensuite que le Smart Airport, dans le futur, mais ça j'en parlerai peut-être plus tard, c'est l'anticipation, c'est-à-dire que ça ne sera plus le self pour fluidifier le parcours, mais l'anticipation des problèmes, puisque finalement, les files d'attente n'apparaissent qu'à partir du moment où vous n'avez pas mis suffisamment de ressources sur vos process aéroportuaires. Donc, ces ressources aéroportuaires, pour qu'elles soient le plus fluides, soit vous mettez suffisamment de ressources, soit vous les rendrez asynchrones. Et lorsque vous mettez les ressources dessus, la meilleure façon, c'est de faire en sorte de mieux anticiper le nombre de ressources que vous devez y mettre de manière à fluidifier et empêcher ces encombrements et ces files d'attente. Et pour ça, bien entendu, nous avons débuté et nous continuerons à le faire, à développer et à mettre en place des technologies, donc
la biométrie, les big data, j'y viendrai peut-être plus tard, l'intelligence artificielle, pour mieux comprendre à ce moment-là le comportement des accompagnants, des passagers, etc. etc. Enfin, tout ça pour vous dire que pour nous, le Smart Airport, c'est l'optimisation des flux au global, pas seulement des passagers, c'est important, mais pas seulement. Et pour cela, nous sommes en train de développer un tas de technologies dont on parlera un peu plus tard. Tout à fait. Donc, on a le tableau global, mais donc que fait la plateforme Je vais me tourner vers Frédéric Gély. Que fait le filtrage ? Parce qu'on perd beaucoup de temps au filtrage. C'est insupportable. Alors effectivement, je vais vous donner quelques grandes lignes et puis bien sûr, après, on pourra revenir sur les différents sujets dans le cadre du débat. Effectivement, le Smart Airport, on voit bien que c'est un enjeu important. Et si on revient sur le passager, il faut être honnête, nous tous en tant que passagers, il y a 2 points quand même qui restent aujourd'hui des sujets difficiles. C'est clairement le passage du contrôle frontière et c'est clairement le poste d'inspection filtrage. Alors pourquoi évidemment ça reste un peu stressant ? Déjà parce que quand vous passez un poste d'inspection filtrage, effectivement, eh bien, on va vous demander de vous délester d'un certain nombre de choses, vos appareils électroniques, d'enlever votre veste, vos chaussures. Donc nous devons prendre cet aspect-là effectivement en considération. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que pour moi, il y a 2 données d'entrée que l'on doit prendre en compte aujourd'hui dans la sûreté et qui sont vraiment pour moi des données de base. Des données d'entrée qui sont première chose, effectivement, croissance du trafic aérien, croissance mondiale. Donc effectivement, autour de ça, on a des enjeux de fluidité. D'accord ? Ça, c'est le premier aspect. Deuxième donnée de base, pour moi, c'est l'aspect menace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient d'une chose, c'est que le niveau de menace qui pèse sur le transport aérien est une réalité. On a eu encore récemment différents types d'attentats, je ne reviendrai pas dans le détail, mais toujours pour dire qu'il y a un niveau de menace important. Et donc, qu'est-ce que l'on doit faire ? Bien évidemment, le passager a besoin de fluidité, mais aussi, il veut aussi voyager en toute sécurité, en toute sûreté. Ça reste un aspect aussi pour lui non négociable, et c'est aussi d'ailleurs important pour un aéroport. C'est aussi une affaire d'image que d'avoir un aéroport sûr. Et donc, la question qui va se poser pour nous, c'est comment on va concilier, comment on va réconcilier ces aspects à la fois de fluidité et ce besoin de sûreté. Alors, je vais vous donner brièvement 3 grands axes que je vois, et on pourra y revenir ultérieurement. Le premier, bien évidemment, la technologie, l'innovation. Elle va nous aider. Je vous prends un exemple dans le cadre du programme Vision Sûreté que l'on a lancé en 2014. On a fait en sorte de développer, il y en a d'ailleurs aujourd'hui qui sont déployés de manière pérenne sur les aéroports, notamment parisiens, des nouvelles technologies qui vont à la fois améliorer la fluidité, mais faciliter aussi la vie du passager et obtenir une meilleure détection, notamment d'explosifs. Je vous prends des types d'équipements. Par exemple, on a mis en place des lignes multiplexées. Plusieurs passagers vont pouvoir se préparer en parallèle. Et donc, le premier qui sera prêt passera. On a mis en place des équipements tels que les shoes scanners qui vont permettre aux personnes de ne pas se déchausser. Donc, voilà, premier axe, la technologie, un aspect important. Deuxième sujet important à l'avenir, mais pas simple à traiter pour moi, c'est comment utiliser les données biométriques à l'avenir. Il y a un vrai sujet autour de ça. Je pense qu'il faudra qu'on l'envisage dans une approche très globale du parcours passager, c'est-à-dire à la fois l'aspect depuis le début du passage jusqu'au contrôle frontière, poste d'inspection filtrage, mais bien évidemment autour de la donnée biométrique, et là j'ouvre juste les débats, il y aura 2 sujets pour moi importants qui sont quand même la protection des données et le deuxième sujet, la cyber. Donc ça reste important. Et pour moi, le troisième axe sur lequel on doit travailler pour justement limiter ces files d'attente, c'est un sujet qui commence à émerger sur le plan international, mais qui n'est pas simple à traiter, c'est le sujet de la différenciation. C'est-à-dire avec quels critères et comment demain sera-t-on capable de se focaliser sur certains passagers à risque, d'en faire plus sur certains, et à l'inverse, d'accepter d'en faire pas rien, mais d'en faire moins sur certains autres. Donc voilà un peu pour moi les pistes qui nous permettront à l'avenir de limiter les files d'attente. Donc limiter les files d'attente, ça c'est le filtrage. Donc il y a la dimension frontière, donc qui a deux faces. La dimension régalienne,
et dont on voit qu'elle monte en puissance donc, et qu'il faut prendre en compte. Et d'autre part, ce que vous venez d'annoncer, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on s'imagine être un bon citoyen, on a envie de faire un voyage facile. Quels sont les critères qui permettent de faire ces ciblages? Parce qu'effectivement, les gens qui ne veulent pas du bien ni à l'aviation, ni à nous, on ne souhaite pas qu'ils passent facilement, ce que l'on se souhaite. Comment y arriver? Et je me tourne vers Fernand Gontier, qui est le directeur central de la police aux frontières, et je lui pose la question, que fait la police? La police fait tout, comme d'habitude. Alors, pas forcément dans les délais, puisque je pense que c'est la question qui nous est posée. Ce que je veux dire, c'est que pour la première fois, le gouvernement français a fixé des objectifs de temps de passage à la police aux frontières depuis le 1er janvier 2018. Donc, ce sont des objectifs que nous essayons d'atteindre, bien évidemment, qui sont de 30 minutes pour les passagers communautaires maximum et 45 minutes pour les passagers extracommunautaires. Alors, évidemment, ces seuils font parfois sourire parce qu'on voudrait passer en 10-15 minutes. Et je pense qu'on y tendra. On y tendra dans la mesure, effectivement, comme vient de le dire ma collègue, dans la mesure où les moyens à la fois humains mais aussi technologiques le permettront. Nous sommes malgré tout dans un contexte international et européen très tendu en termes de menaces terroristes. Il faut le rappeler, nous sommes toujours sous le régime du rétablissement des contrôles aux frontières. Le régime européen des contrôles aux frontières s'est durci en 2017 massivement, puisqu'aujourd'hui tous les passagers communautaires doivent être contrôlés à l'entrée comme à la sortie du territoire. Donc c'est une vraie contrainte. C'est une vraie contrainte, mais c'est une contrainte qui produit des résultats. Attention. Là, en 2018 comme en 2019, vraisemblablement, nous allons encore augmenter le nombre de personnes recherchées. Nous serons à plus de 100 000 personnes recherchées détectées par la police aux frontières lors des contrôles. Tous les jours, entre 30, 40, 50 fiches sûreté de l'État sont découvertes. Donc, je veux dire que nos aéroports sont quand même fréquentés pas uniquement par des personnes honnêtes. Alors évidemment, vous avez raison, il faut faire des différenciations entre les passagers. Et c'est la raison pour laquelle, avec les aéroports de Paris en particulier, a été développée la technologie de la reconnaissance faciale pour des contrôles à l'égard des passagers communautaires. Donc c'est vraiment l'un des axes sur lesquels nous devons prioriser notre action. Aujourd'hui, seulement 20% des passagers utilisent les SAS. Potentiellement, on pourrait en passer 40%. Donc nous, on est en faveur de la différenciation. Sur 100 passagers, il y en a un qui nous intéresse. Il faut qu'on le trouve et très vite. Les autres doivent passer très rapidement les contrôles. C'est l'objectif. Sergio Colella, ce qu'on vient d'entendre, donc vous avez une vision internationale de ces problèmes. La CITA, justement, c'est à l'origine un organisme qui essaye d'uniformiser à partir des contraintes communes. Est-ce que ce qui vient d'être dit, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous constatez, et quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez? Oui, absolument. Alors, ce n'est pas une exception française. Les problématiques qui sont soulevées là, ce sont des problématiques qu'on voit partout dans le monde. Et moi, je partirai d'un constat qui est qu'en fait, il y a 15 ans, il y avait 2 milliards de passagers dans le monde, passagers aériens. En 2017, il y en a eu 4 milliards. Selon toute vraisemblance, en 2035, il y en aura 8. Donc c'est ça, en fait, l'équation que nous sommes amenés à résoudre. Et il y aura donc, dans 15 ans, 2 fois plus de passagers. Nous savons déjà qu'il y aura 2 fois plus d'avions. Il n'y aura pas 2 fois plus d'aéroports. L'infrastructure physique va augmenter au mieux de 10%. Alors ça, c'est vrai partout dans le monde, et en particulier en Europe, où pour des problématiques, et en France, pour des problématiques d'espace, pour des problématiques écologiques, on ne peut pas construire des pistes de décollage comme on le veut. Les temps sont beaucoup plus longs. Donc le seul moyen de résoudre cette équation de la demande, c'est la technologie. Vous avez parlé du libre-service, le self-service, la capacité à faire la différenciation. Et la technologie, l'avantage, c'est que les éléments technologiques sont prêts. Le deuxième avantage que je vois, c'est que l'utilisateur est prêt. En tant que passager, on préfère souvent
avoir la possibilité d'utiliser un service en self-service plutôt que de passer devant un contrôle. Et donc sur les 5 étapes que vous avez en tant que passager, l'enregistrement, là l'habitude est claire, la technologie, on le fait dans 95% des cas de manière digitale. La dépose de bagages, la sécurité, le contrôle aux frontières et l'embarquement peuvent être fluidifiés avec de la technologie. Prendre l'exemple de l'embarquement. Lorsqu'on fait un embarquement en utilisant la biométrie, le temps d'embarquement d'un avion est réduit de 40%. Et c'est un avantage aussi pour les aéroports et les compagnies aériennes parce qu'elles peuvent mieux utiliser, optimiser l'utilisation de leurs actifs. Pour finir, peut-être par rapport au premier commentaire qui avait été fait, il y a 4 milliards de passagers à gérer, il y a 4,3 milliards de bagages dans le monde qui sont enregistrés et qui doivent être gérés de la même manière. La bonne nouvelle, c'est que le taux de déperdition ou de problème de ces bagages, en quelques années, a été divisé par 2. Ça reste encore très élevé. Le coût pour l'industrie aérienne des bagages qui ne sont pas amenés au bon endroit au bon moment est de 2 milliards de dollars par an. Donc, augmenter encore de 50%, ça fait 1 milliard. Je me tourne maintenant vers Jean-Baptiste Djebbari, qui est député. On sait que des lois sur le transport aérien passent en ce moment même à l'Assemblée nationale. Donc la réponse législative, elle est importante parce que dans ce qui a été dit, et pour être efficace, donc, on a entendu le terme de ciblage, donc de discrimination, comment faire pour que ces objectifs très concrets et sur lesquels tous les passagers du monde adhèrent ne donnent pas lieu à des excès. Comment ça s'accompagne dans ce travail, Jean-Baptiste ? Alors d'abord, c'est une loi qui s'intéresse à l'ensemble des modes de transport et pas seulement au transport aérien. Et justement, un des sujets qu'on a dans la loi aujourd'hui, c'est que le transport aérien y est traité sous l'angle de sa faible contribution aux défis environnementaux. Donc on a plutôt une loi aujourd'hui qui regarde le transport aérien d'un œil un peu inquisitorial, si j'ose le dire comme ça. Non, je pense qu'il y a 2 sujets pour nous, en tout cas politiques. Il y a le sujet de l'aéroport, et ça a été très bien décrit, des défis internes à l'aéroport, comment on arrive à concilier, à se prémunir d'une menace terroriste qui reste, ou de sécurité qui reste quand même exogène, latente, qui est persistante, qui est là, et comment on arrive à fluidifier le parcours passager, comment on intègre la technologie, comment on ne la fixe pas, la technologie, quand elle est très évolutive. Je prends un exemple, les systèmes de reconnaissance faciale. On voit bien qu'en Angleterre, aujourd'hui, vous avez des systèmes en free floating qui commencent à être utilisés. Bref, il y a un sujet de courir un peu après la technologie et à un moment de fixer ce qui peut être désirable pour 3, 4, 5, 6 ans. Il y a évidemment le sujet de comment l'aéroport s'insère au sein d'un écosystème plus global, ses accès, la dimension environnementale, la complémentarité avec les autres modes de transport. Et ça, pour le coup, c'est intégré dans la loi. Et je pense qu'il y a un défi nouveau pour le secteur aérien et pour les aéroports en particulier. C'est le défi, en tout cas l'enjeu de l'acceptabilité. C'est un enjeu politique très fort. Et pour vous prendre un exemple, moi je suis élu en Haute-Vienne, donc à Limoges. Et on a eu ces grands débats qui nous ont occupés ces derniers mois. Et le sujet de la taxe kérosène ou de la privatisation d'aéroports de Paris était un des 5 sujets principaux cités par les Hauts-Viennois, qui, on peut en convenir, sont quand même un peu loin, a priori, de ces sujets-là. Donc le sujet de l'acceptabilité du transport aérien, tant dans l'implantation, dans la compensation de ses coûts, la capacité de démontrer que l'aéroport est un outil de développement économique, d'attractivité, est un atout pour les territoires, qu'il fait intérêt sur le plan socio-économique local. Je crois que c'est vraiment ça que les aéroports, qui pour le coup sont aussi des acteurs qui captent beaucoup de valeur, soient en mesure de faire. Et en tout cas, c'est ça qui politiquement moins m'intéresse pour les prochains mois, parce que le sujet de l'acceptabilité, sur le plan politique, il est quand même devant nous. Marc, les aéroports captent beaucoup de valeur. Donc cette valeur, il faut la retrouver dans le confort de l'expérience passager. Par rapport à tout ce qui a été dit, comment travailler
ensemble. C'est-à-dire que la perception d'une plateforme, si on va à Paris et qu'on se dit, tiens, Paris, c'est sympa, c'est rapide, on sort vite de l'aéroport, on perd pas son bagage, on trouve vite un transport pour rejoindre la capitale. Là, il y a un pôle d'attractivité qui fait certainement de Paris et de sa plateforme un des endroits les plus désirables au monde, comparé dans l'univers concurrentiel. Comment faire pour que l'image de marque, quand on a créé les premiers aéroports, donc Paris, par exemple, au Bourget, il y a plus d'un siècle, l'idée, très clairement, de ceux qui ont conçu les aéroports, dire ça va être la porte d'entrée. Autrefois, on rentrait dans les villes, il y avait des grandes portes monumentales, on faisait des sculptures, on donnait une idée de ce qu'on allait trouver après. Un aéroport, c'est la même chose. Peut-être à un moment, on en a un petit peu perdu conscience. Comment vous allez travailler là-dessus et comment vous allez concilier avec les différents acteurs la sécurité qui est quelque chose de pas négociable? Oula, on a des heures devant nous là. Non, je vais essayer de faire vite. Moi, ce que je crois, c'est que en fait, un aéroport, c'est un fantastique intégrateur de l'ensemble des parties prenantes de l'aéroport, mais effectivement, comme l'a dit Jean-Baptiste, également au voisinage de l'aéroport. Bon, là, je vais pour l'instant me contenter sur de l'aéroport et il faut qu'on travaille ensemble. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est finalement qu'on a un petit peu de mal à travailler ensemble. Et c'est pour ça que je crois beaucoup aux vertus de deux concepts, qui s'appellent l'APOC, donc l'Airport Operation Center, et donc on est en train d'en bâtir un aujourd'hui à CDG. Donc cet APOC, c'est quoi? C'est une sorte de commandement, de centre de commandement ouvert 24 heures sur 24 et qui regroupe toutes les parties prenantes de l'aéroport. La police, bien entendu, les assistants aéroportuaires, les mainteneurs, les compagnies aériennes les principales. Et en fait, on partage tous les dysfonctionnements qu'il peut y avoir, qui peut apparaître sur l'aéroport. Alors, ça veut dire qu'il nous faut des moyens d'hypervision, il faut qu'on puisse réagir en boucle courte, et c'est ce qu'on fait en rassemblant tout le monde dans un même lieu, qu'il nous faut les moyens technologiques également. Et ça nous permettra d'améliorer, j'allais dire, les réponses aux dysfonctionnements qu'on peut connaître. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, CDG, les jours de pointe d'été que vous connaissez, c'est à peu près pas loin de 250 000 passagers par jour. Donc 250 000 passagers, vous voyez bien que si on a le moindre problème sur les accès, sur le traitement des bagages, par exemple les trieurs bagages qui tombent en panne, et c'est tout l'aéroport qui va se retrouver en difficulté. Et donc il nous faut réagir le plus vite possible aux problèmes qu'on rencontre. Et je pense que l'APOC, à travers notre concept qui s'appelle le TAM, le Total Airport Management, va nous aider par le groupement de tous les acteurs dans une salle ouverte, donc de commandement ouverte 24 heures sur 24, à gérer ces problèmes qu'on peut rencontrer en temps réel. Mais je pense qu'il nous faut aller au-delà du temps réel. Le problème que l'on a aujourd'hui, finalement, c'est que, alors on l'a vu d'ailleurs avec nos amis de la DEPAF, on leur avait dit à un certain moment, vous ne savez pas, on va vous aider, on va vous dire, a priori, va vous donner, heure par heure, le nombre de passagers qui vont arriver sur les différents processus aéroportuaires, dont notamment les processus, donc enregistrement, embarquement, etc., mais les processus d'immigration. Et on leur dit, voilà, de telle heure à telle heure, vous aurez tant de passagers. Et donc, il faut armer tant de bêtes. Et donc, on a fait cette expérimentation, et très vite, ils nous ont dit, oui, mais vos chiffres sont faux. Alors, on ne comprenait pas très bien, parce que les passagers, au départ, on les connaît. Ils ont l'habitude d'arriver plus tôt à l'heure pour leur avion, mais ce qui se passe, c'est que c'est les avions qui n'arrivent pas à l'heure. Et donc finalement, le problème qu'on a, et c'est le deuxième problème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'anticipation. Il ne faut plus qu'on soit en mode pompier, il ne faut pas qu'on réagisse au moment où on voit les dysfonctionnements, il faut qu'on puisse réagir en anticipation. Et l'anticipation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de bases de données au sein de nos aéroports qui ne se parlent pas entre elles. On a la base de données des compagnies aériennes qui nous donne effectivement le nombre de passagers, origine, destination, heure par heure, au départ, à l'arrivée.
on a une base de données Eurocontrol qui est capable de nous dire à quelle heure vont arriver les avions, parce qu'eux, ils le savent en temps réel. Et ils sont capables de nous dire, tiens, cet avion, il va arriver à telle heure. Il est parti en retard, il va arriver à telle heure chez toi. Et ensuite, on a la base de données de l'affectation des vols sur les postes de stationnement. Donc, si on arrive à lier dans le futur ces 3 bases de données et et pouvoir les exploiter en quasi temps réel à 2 heures d'avance, et on sera capable de dire à chacun de nos process aéroportuaires, enregistrement, embarquement, pif et paf, précisément le nombre de passagers qui se présenteront sur chacun des process, et ceci à 1 heure, 2 heures en anticipation, ce qui permet à chacun des intervenants de mettre le bon nombre de ressources. Voilà, l'avenir, c'est la POC, et c'est cette capacité qu'on a à anticiper en liant les bases de données entre elles. Sergio? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tout à fait un problème d'anticipation. C'est aussi un problème de collaboration. Une compagnie aérienne de taille importante atterrit et décolle dans des centaines d'aéroports. Un grand aéroport reçoit parfois des centaines de compagnies aériennes différentes dans son escale. Il y a aussi d'autres acteurs qui interviennent, les ground handlers, le contrôle aux frontières, Eurocontrol, etc. Donc, il faut cette anticipation, il faut cette collaboration technologique, collaboration dans les process, qui est fondamentale pour améliorer l'efficacité du système global et sa sécurité. Si on prend l'exemple de Heathrow, parler aussi d'efficacité, 80 millions de passagers par an. Chaque année, il y a 3 millions de sièges vides qui volent. Donc, ne serait-ce qu'une optimisation encore supplémentaire des sièges, de l'utilisation du temps, peut amener à faire en sorte que le système soit encore plus efficace. Et cette collaboration, elle doit être portée par des standards communs qui permettent aux différents acteurs, et il y en a des dizaines dans un aéroport, et une compagnie aérienne travaille avec des dizaines de partenaires, de travailler sur des bases communes. Ça me paraît essentiel. Frédéric? Je crois que dans les 2 interventions qui ont été faites précédemment, il y a 2 points extrêmement importants qui ont été soulevés. C'est la notion d'anticipation, qui effectivement est un enjeu très important, et la notion de partenariat et de collaboration. Pour moi, c'est vraiment la clé qui fera que demain, collectivement, on arrivera à atteindre ces défis. Je prends l'exemple évidemment dans lequel je suis aujourd'hui et que je connais bien, qui est le domaine de la sûreté. L'approche qu'on a pu avoir par le passé purement réglementaire, où on impose d'en haut les choses sans avoir totalement la vision du terrain, c'est aujourd'hui une vision qu'on est en train de mettre derrière nous. Et notamment, c'est pour ça qu'on avait construit ensemble un programme qui s'appelle le programme d'innovation Vision Sûreté, et que la ministre récemment, dans le cadre des assises, a décidé de poursuivre dans le cadre d'une nouvelle phase. C'est bien de dire... d'abord, les partenaires qui sont sur le terrain, notamment les aéroports, connaissent leurs problèmes et leurs plateformes. Et donc, arrivons à travailler tous ensemble, nous, États, avec ce que l'on peut apporter, faire le lien aussi avec les industriels, aller défendre la réglementation à Bruxelles pour la faire évoluer et faire des choses qui soient possibles demain, que l'on ne peut pas faire aujourd'hui. Et tout ça, on ne peut l'avoir que dans cette approche partenariale. Et effectivement, cette notion d'anticipation est effectivement essentielle aussi. Quand on parle d'un aéroport, quand on parle notamment de sûreté, c'est aujourd'hui on se pose la question quelle sûreté construira pour demain ou après-demain, puisque quand on va mettre en place de nouvelles lignes d'inspection filtrage notamment, mais c'est pas que ça la sûreté, mais notamment cet aspect-là, eh bien c'est quelque chose qui se réfléchit à l'avance. Les aéroports, notamment sur le plan français, ont été construits à des époques différentes, donc avec des capacités d'accueil de ces postes d'inspection filtrage qui ne sont pas les mêmes. Donc quand on repense quand on construit de nouveaux terminaux, quand on étend des aéroports, ça aussi c'est une dimension qu'on doit prendre en compte dans l'anticipation, de dire comment j'intègre la sûreté, comment je rends cet espace plus agréable également pour le passager. Donc voilà, moi vraiment je crois que les mots-clés c'est aussi effectivement anticipation et partenariat. Anticipation, partenariat, il faut une clé de voûte, il faut un chef d'orchestre, ou est-ce qu'on a besoin ou pas, la question est ouverte. Jean-Baptiste ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sujet du mieux travailler ensemble, il se conçoit à la fois au niveau opérationnel, et c'est vrai. Et si on va au-delà de l'aéroport, on voit bien que le sujet data, c'est l'optimisation du temps, en tout cas du parcours client porte à porte. Et je crois vraiment que là-dessus, on pourra aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, offrir beaucoup plus de services, diminuer les trajets inutiles, la congestion, la pollution. On voit bien comment la data là, peut révolutionner la façon dont on optimise le trajet de l'individu. Et c'est aussi l'optimisation des rapports entre les différentes parties prenantes, y compris au niveau de la production de la norme, qu'elle soit législative ou réglementaire. Et on a fait l'exercice pendant les assises. Moi, j'ai animé un groupe de travail facilitation, donc le sujet du contrôle aux frontières. Et je pense que ce groupe de travail en tout cas, était intéressant pour permettre à des gens qui peut-être auraient dû communiquer plus en amont, mais qui visiblement n'étaient pas dans une forme de dialogue opérationnel très fréquent, de se rencontrer, de bien comprendre les contraintes opérationnelles des uns et des autres, et de produire une norme, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de produire des dispositifs qui soient de nature, à la fois, à concilier ce que Frédéric a bien dit, c'est-à-dire la sécurité et la fluidité, pour le dire basiquement. Donc cette exigence de coopération, de partenariat, elle se fait à différents étages, et donc le rôle de chef d'orchestre, c'est bien celui de produire une norme qui soit une norme adaptée, qui ne soit pas une norme lourde, et surtout qui soit une norme évolutive. On voit bien que ça, y compris sur le sujet de la technologie et de l'innovation, ça va vraiment très très vite, ça file à toute allure, et on voit bien que souvent c'est un des problèmes français, c'est qu'on produit beaucoup de normes, et qu'on court d'une manière générale après le temps de la société. Donc au moins sur ce secteur-là, qui est un secteur extrêmement dynamique, essayons d'avancer à bons pas. Alors, sur la production de normes, on a compris qu'on était quand même dans un espace européen. Comment l'Europe produit des normes, comment c'est acceptable qu'elle produise, ou en tout cas comment est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est nécessaire, comment? Je me tourne vers Fernand Gontier. Les normes européennes sont effectivement impératives, et les normes européennes vont encore évoluer. Je veux dire, aujourd'hui, on sait tous qu'en 2022-2023, il y aura des contrôles aux frontières renforcés, endurcis, plus importants. Donc il faut anticiper tous ces phénomènes. Je pense qu'il y a deux axes d'amélioration. Comme il vient d'être dit, la coordination. Je pense qu'on ne peut pas travailler logique contre logique. Il faut une approche d'ensemble, il faut une coordination. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons, nous, police aux frontières, associés aux aménagements aéroportuaires. On peut avoir des aménagements qui sont très coûteux en personnel, et qui participent à l'allongement des files d'attente, comme on peut aussi avoir des dispositifs qui réduisent les temps d'attente. Après, bien évidemment, ces normes qui vont arriver bientôt, l'ESTA, l'EES, c'est-à-dire que tout passager fera l'objet d'un relevé biométrique à l'entrée et à la sortie de l'espace européen. Donc il va bien falloir anticiper. Je pense que demain, le passager va participer au contrôle aux frontières. Il va lui aussi, comme il fait l'enregistrement aujourd'hui, il va participer à son propre contrôle frontière en amont, soit sur l'aéroport, soit ailleurs, peut-être à son domicile, ou alors peut-être dans l'avion. L'avenir, le temps de l'avion, le temps de transport aérien est un temps inutile. S'agissant du contrôle frontière, il faut l'utiliser. Est-ce qu'on ne peut pas, demain, utiliser ce temps pour anticiper et ensuite, à l'arrivée, reconnaître le passager qui aura lui-même participé à faire des formalités? Un temps d'attente sera mieux vécu qu'il sera participatif pour le passager. S'il est subi, ce sera plus difficile à vivre. Sergio ? Oui, absolument. Et on revient au libre service, au self-service. Le fait que, en fait, le passager porte en lui-même l'information le concernant. Au travers de la biométrie, il a l'information sur son voyage, il a l'information de son identité au travers de son visage. Et contrairement peut-être au supermarché où on a envie d'aller auprès de l'hôtesse de caisse pour payer, au contraire, dans le transport aérien, le niveau de satisfaction du passager est plus élevé lorsqu'une technologie ou une tâche est faite en libre service. On a fait des enquêtes au niveau mondial. L'utilisateur, le passager, préfère avoir une tâche en libre service plutôt qu'une tâche accompagnée. Et donc ça, c'est une chance, il faut s'appuyer sur ça pour aller vite dans cette direction. Je vais me tourner vers Frédéric. Alors le passager qui devient acteur.
Oui, c'est effectivement, je crois vraiment clairement l'avenir. Et nous, c'est comme ça qu'on le conçoit aussi aujourd'hui. Dans les partenaires dont on a parlé tout à l'heure, il faut intégrer le passager. Il faut aussi aujourd'hui qu'il soit acteur dans toutes ces étapes et notamment au niveau de la sûreté, qu'il soit également acteur. Et on a parlé de données qu'a le passager et pour le coup qu'il est globalement prêt à mettre à disposition quand il voyage. C'est effectivement comment on utilisera mieux demain tous les enjeux autour de la donnée biométrique. Et je pense que là, on a plein de travaux à explorer ensemble. Et là, pour le coup, je pense qu'au niveau gouvernemental, on a un rôle d'impulsion à avoir pour travailler tous ensemble, faire notamment que les acteurs privés et les différents ministères travaillent ensemble pour utiliser ces données biométriques demain sur l'ensemble du parcours du passager. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces données précèdent le passager quasiment et que du coup, toutes les étapes se fassent de manière plus fluide. Alors, vous parliez aussi d'enjeux européens et de textes qui se négocient à Bruxelles et ça me fait rebondir sur un point puisqu'on parle de données quand même qui appartiennent à chacun et puis c'est quand même tout le sujet de la cyber qui est autour de ça maintenant quand même aussi un enjeu important. On parle de technologie, on parle de comment on fait mieux communiquer les systèmes entre eux, mais il faut quand même qu'on ait à l'esprit cette dimension cyber et pas plus tard qu'hier. Effectivement, j'étais à Bruxelles et on a négocié sur le plan européen un texte dans le domaine cyber. Alors, avec toute la difficulté que ça représente aujourd'hui, parce que c'est un domaine aujourd'hui encore très complexe quand on parle de cyber, et donc on a un texte qui va entrer en vigueur sur comment l'ensemble des opérateurs demain vont devoir mettre en place des éléments pour pouvoir protéger leurs différents systèmes. Je me retourne vers Marc, chef d'orchestre de tout ça, parce que tout le monde se retrouve physiquement dans un lieu qui a un nom, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Paris-Charles de Gaulle. Comment vous envisagez ce rôle de chef d'orchestre? C'est-à-dire qu'un chef d'orchestre, quand il fait ça, les violoncelles, ils se mettent. Donc quand vous faites ça, la police joue du violon? Il faudra demander à Fernand, mais je n'ai pas l'impression. Non, l'idée, encore une fois, c'est ce fameux APOC, hein, c'est ce centre de commandement dans lequel on retrouvera l'ensemble des partenaires. Et l'idée, c'est de dire, dès qu'on constate un dysfonctionnement sur un des process aéroportuaires qui concerne un des partenaires, on voit avec lui comment on peut résoudre le problème. Moi, j'ai des cas précis. Alors, c'était pas un APOC, mais on a aujourd'hui ce qu'on appelle un PC crise. Et on a eu un jour le système de contrôle des frontières, je parle sous le contrôle de Fernand, qui est tombé en panne. Et moi, de mon PC, là, je voyais des passagers affluer. On n'arrivait pas à les arrêter. Les terminaux se remplissaient. De l'autre côté, les passagers arrivaient et ils ne sortaient pas. Et pareil, il y avait des queues qui se formaient. Et ensemble, on a pris une décision, dont je ne vous dirai pas laquelle, mais qui a fait qu'on a effectivement, et c'est bien la police qui l'a prise, désengorgé les terminaux le plus rapidement possible parce qu'il y allait de la sécurité de tous. Donc voilà, donc c'est ce centre de commandement, hein, encore une fois, qu'on est en train de mettre en place, qui nous permettra de mieux traiter les problèmes temps réel, tous ensemble. Donc c'est pas l'aéroport qui va décider, c'est l'ensemble des partenaires qui vont partager leur information et c'est celui qui est responsable de son process qui décidera, mais en concertation avec les autres. C'est ça l'avenir. Donc plus, je vous le disais, donc l'anticipation. Et ce à quoi on croit beaucoup également, c'est à tout ce qui est pour l'instant peu exploré, c'est tout ce qui est big data et tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Là, aujourd'hui, on a un certain nombre de process aéroportuaires qu'on a commencé à analyser sous forme de big data. Eh bien, grâce à ça, on en tire un certain nombre d'enseignements sur les comportements de nos passagers. Par exemple, je peux vous dire aujourd'hui qu'on s'est expliqué, je peux vous calculer le temps d'attente sur la dépose minute du terminal 2E, et ceci à 90%, avec donc 10% de chance de tromper, uniquement par les passagers qui vont partir 4 heures après et 3 heures après. Voilà. Et ça, on ne l'avait jamais fait. Et donc, c'est parce qu'on a commencé à regarder, à analyser avec les datas qu'on avait, toutes les données qu'on avait, on a commencé à analyser un certain nombre de process
et on en tire énormément de choses sur les comportements. Donc moi, je suis capable de vous dire aujourd'hui, le temps d'attente après-demain sur la dépose minute du terminal 2E, elle va être de tant de minutes, parce que je connais le nombre de passagers qui vont partir à un certain moment, 4 heures après le moment où je calcule le temps d'attente, et 3 heures après. Et ça, ceci couplé avec l'intelligence artificielle, ça va nous permettre de gagner énormément en anticipation, énormément en anticipation même du comportement de nos passagers. Voilà. Et j'y crois énormément, et ce n'est pas quelque chose qui sont inatteignables. Hein. On parle là de 2 ans, 3 ans maximum. On voit donc il y a une révolution des comportements. Comment le politique peut accompagner cette révolution? Donc on voit il y a les data et il y a l'humain, et c'est le croisement des deux. Donc comment on construit cette alchimie? Jean-Baptiste. Data humain, ça se régule effectivement. Il y a des données qui sont personnelles et par nature incessibles, et puis il y a des données qui intéressent effectivement l'ensemble des acteurs. Moi, je reviens sur ce que tu as dit au départ sur l'aéroport dans sa conception porte d'entrée, ce qu'il incarne. Parce qu'en fait, un aéroport aujourd'hui, c'est 2 choses. C'est un lieu de transit, ça a été très bien décrit, puis c'est un lieu de vie pendant lequel, en l'occurrence, l'utilisateur, l'usager, est captif d'un écosystème commercial. Et on voit bien que quand se crée un aéroport, ou quand on étend un aéroport, ou qu'on adapte ses capacités pour accompagner la croissance du secteur, il y a parfois ces deux approches ou ces 2 axes qui peuvent rentrer en conflit, ou encore à nouveau qu'il faut concilier. C'est-à-dire d'avoir un aéroport qui maximise les flux de trafic, l'opérationnalité pour les compagnies aériennes, les liens entre les correspondants, c'est le cas notamment à CDG, et puis qui en fait un lieu de vie, de transit pendant un temps, 2 heures, 1 heure, 3 heures, qui soit agréable pour le passager, si possible utile, qui puisse éventuellement ne pas lui vendre que des choses, mais l'éveiller éventuellement à la culture d'un pays. Enfin, je crois que un aéroport smart, en tout cas un aéroport intelligent, ça doit aussi se concevoir dans ces 2 dimensions. Une porte d'entrée, un lieu de transit, et aussi beaucoup un lieu de vie pour au moins un moment. Est-ce que vous avez des questions pour nos participants? Bonjour. Vous avez très peu parlé de la reconnaissance faciale. Je voulais savoir, je sais que ça se développe un peu aujourd'hui à Paris. On voit aux États-Unis et en Chine, c'est utilisé pour s'enregistrer. Où en êtes-vous aujourd'hui dans l'état de votre réflexion sur l'utilisation de la reconnaissance faciale, et quelles seraient les potentielles réticences que vous voyez? Donc la reconnaissance faciale, aujourd'hui, elle est en cours de déploiement sur Paris CDG, en collaboration bien entendu avec nos amis de la DEPAF. Alors aujourd'hui, donc on l'utilise essentiellement à travers le contrôle à l'immigration, mais on est en train de monter une expérimentation pour la fin de l'année dans laquelle elle va nous servir à assurer un parcours sans couture. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qu'on propose de faire? On propose au passager, lorsqu'il va s'encrypter, enfin lorsqu'il va donner son passeport pour l'émission de sa carte d'embarquement, on se propose de capturer sa photo sur le code barre de la carte d'embarquement. Et lorsqu'il passera à la DBA, vous savez, la dépose minute, il y aura un système qui lira son visage et qui le comparera au code barre qu'il a, enfin en tout cas l'image qu'il a sur son code barre. Si c'est bon, elle le reconnaît, il pourra déposer, sinon il ne pourra pas déposer. Donc il va passer ensuite la PAF, et donc là on aura les paraphes reconnaissance faciale classique. On va avoir également ensuite les PIF, mais donc pour l'instant il n'y a pas de reconnaissance faciale. Et puis le self-boarding, là aussi super, c'est-à-dire qu'on a perdu, comme on est dans un process, on va s'embarquer lorsqu'on veut, et bien là aussi on n'a plus de queue, puisqu'il n'y a plus de process séquentiel. C'est totalement désynchronisé, et donc là aussi on va gagner beaucoup de temps. Mais ne serait-ce que pour réaliser cette expérimentation qu'on va conduire pendant 3 ou 4 mois avec 1 ou 2 compagnies aériennes, il nous a fallu à peu près 1 an et demi de discussion avec la CNIL. Juste pour ça, en leur promettant bien sûr qu'on ne garderait pas les photos, qu'elles seraient détruites, etc., etc. Donc en fait, la biométrie, bien sûr, on y croit énormément, mais ne négligeons pas
ce fondement fondamental de nos libertés qui est aujourd'hui dont la CNIL est le garant et qui fait qu'on a du mal de temps en temps à aller plus loin dans les process de reconnaissance faciale. C'est gentil. Alors, effectivement, la problématique est moins technologique que réglementaire. Et il y a une expérience ici qui est citée. On peut aussi citer un cas réel qui tourne aujourd'hui, c'est l'aéroport de Miami, où avec le US Border, donc l'autorité aux frontières américaine, une compagnie aérienne, Lufthansa, l'ensemble des 5 étapes dont je parlais au départ, donc de passage jusqu'à l'embarquement, sont faites de manière biométrique. Et aujourd'hui, un passager peut, en arrivant à l'aéroport, matcher, faire correspondre son passeport, sa carte d'embarquement et son visage, et tout le reste des étapes est fait de manière automatique. Et ça existe aujourd'hui à Miami avec Lufthansa et US Borders. Donc la problématique est moins technologique, comme ça a été dit, et plus de mobilisation au niveau des différents acteurs pour faire en sorte que ça devienne une réalité. Et ça apporte beaucoup de fluidité définitivement aux voyageurs. Oui, aujourd'hui, la reconnaissance faciale est aussi fiable que l'empreinte digitale, en tout cas, même si elle n'est pas à 100%. Je pense que l'authentification d'un passager ne pose pas trop de problèmes juridiques, c'est-à-dire savoir qu'un passager qui est volontaire est bien celui qui correspond aux documents, etc. Bon. Ce qui pose davantage de problèmes, c'est l'identification, c'est-à-dire avoir un passager dans l'aérogare, mais qu'il s'agit de redocumenter, réidentifier. On ne sait pas qui il est. Voilà. Ça pose un problème à la CNIL. Mettre de la reconnaissance faciale dans un espace public, une gare, un aéroport, pour éventuellement savoir si cette personne est recherchée, si elle a un comportement anormal, si elle abandonne son bagage, etc. Ça pose problème. Aujourd'hui, on n'est pas là. Ça, c'est ça qui bloque. Mais l'authentification, savoir que monsieur X est bien monsieur X, ça, c'est quelque chose que la CNIL valide tout à fait et d'ailleurs qui se produit aujourd'hui au niveau du contrôle aux frontières. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Donc après, c'est l'acceptabilité. Je pense qu'il y aura une évolution sans doute législative, juridique à conduire. La CNIL est protectrice des droits, mais c'est vrai que c'est un besoin. C'est un besoin pour sécuriser les espaces publics des aérogares. Je crois que c'est important de savoir qu'un passager a un comportement anormal, qu'il abandonne son bagage, qu'il y a une scène de violence qui est peut-être en train de se commettre. Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles nous pouvons encore progresser. Effectivement, il faut qu'on progresse sur le sujet. Il y a quelque chose de très important qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est la notion d'acceptabilité. On ne la place pas toujours au même niveau et c'est vrai qu'elle est quand même de plus en plus grande autour de ces sujets-là. Il y a quelques années, on aurait parlé de reconnaissance faciale, ça aurait été totalement impossible même de prononcer le mot. On voit bien que les choses évoluent. Mais tout en le mettant en place, il faut le mettre en place avec l'aspect qui est mesuré, qui est de dire jusqu'où on va, parce que derrière, il y a aussi l'enjeu de protection des données, de protection des personnes. Donc il faut faire cette balance. Et il y a aussi un point sur lequel moi j'aimerais qu'on revenir brièvement. On a beaucoup parlé d'évolution, de technologie et d'intelligence artificielle à laquelle moi aussi je crois beaucoup et sur laquelle on pourra faire des choses. Mais il y a un point aussi que je voudrais qu'on n'oublie pas, c'est l'humain. Alors l'humain dans toute sa dimension, il y a le passager, mais aussi l'humain au cœur de nos process. C'est-à-dire que je pense, et notamment c'est le cas en matière de sûreté, on aura quand même toujours besoin, en tout cas dans les années à venir, d'humains qu'à un moment donné, parce que sinon vous pouvez rentrer dans l'aéroport, traverser tous les process et jamais voir un humain jusqu'à rentrer dans l'avion. Et là, un endroit aujourd'hui où clairement il y a aussi des êtres humains, ce sont les agents de sûreté, c'est au poste d'inspection-filtrage. Et ne serait-ce que parce qu'on a de la levée de doute à faire, on a besoin d'un être humain. Je ne vois pas encore demain, alors peut-être après-demain, un petit robot qui va s'occuper de faire tout ça. Et on a aussi besoin à un moment donné d'allier certaines technologies. Quand on fait l'évaluation du comportement, on allie bien à la fois la dimension humaine et la dimension technologique. Donc je crois que il faut vraiment qu'on garde ces deux pieds, c'est-à-dire l'innovation certes, la technologie, mais aussi quelle est la place de l'humain dans tout ça. Merci à tous d'être ici. Et écoutez, le forum continue.